Bonjour ou rebonjour et bienvenue à ce deuxième webcast GUS mensuel sur SQL Server. Pendant ces 30 prochaines minutes, on va parler d'un sujet qui intéresse plein de gens, parce que plein de gens se posent des questions sur ce phénomène, c'est TempDB. Donc je me présente, je suis David Belafalef, je suis consultant AGVD pour CapData, qui est filiale data management du groupe Osmosium. Je suis chez CapData depuis plus de 10 ans, je fais du SQL Server depuis 99. Chez CapData, je m'occupe plus particulièrement du pôle de DBA à distance qui est basé donc à Nantes. Alors on a 30 minutes chrono pour répondre à peu près à toutes les questions que vous posez sur TempDB et éventuellement aussi, le but c'est que vous appreniez des choses, donc c'est aussi répondre à celles que vous ne vous posez pas. Et tout ça évidemment illustré par des démos. Alors, déjà la question c'est qu'est-ce qu'elle a tellement spécial finalement cette base TempDB? La première chose c'est qu'elle va. Alors là pour le coup c'est pas tellement une différence parce que c'est un stockage. Ce que j'appelle le stockage explicite, c'est tout ce qu'on va volontairement aller mettre dans TempDB, c'est-à-dire l'étape temporaire de session, l'étape temporaire globale, les variables tables, les TVF, les tables value de paramètres, etc., etc. Donc c'est explicite parce qu'on sait qu'on met ce stockage à l'intérieur de TempDB. Mais il y a aussi une partie du stockage qui est implicite et qui est cachée et qui va travailler comme ça en tâche de fond et qui concerne tout un tas de fonctionnalités. On va voir. Donc, parmi ces fonctionnalités, on va les voir plus en détail, mais on peut citer les worktables, les jointures hash, les tris. On a commencé on a vu dans le webcast précédent que les jointures hash et les tris, lorsqu'ils ne tenaient pas en mémoire, étaient faits sur TempDB, version store, et j'en passe. Il y en a beaucoup plus dans les faits. Donc déjà, en termes de stockage, il y a une partie explicite, mais il y a une partie implicite qui n'existe pas dans les autres bases. La journalisation des ordres aussi va être très différente. C'est pas du tout fait comme dans les autres bases. Le recovery est très différent. Tout ça, c'est des domaines qui sont entremêlés. Le recovery, c'est pas compliqué. Sur TempDB, on n'en fait pas. Donc, par voie de conséquence, le login, il va être très très différent de ce qui est fait habituellement dans les autres bases. L'allocation des objets également va être différente. Il y a des mécanismes de caching aussi qui existent pour les objets dans TempDB. C'est un truc très intéressant et qu'on va voir, en démo. Alors, elle a une caractéristique aussi qui est la non-persistance. C'est-à-dire tout ce que vous mettez dans TempDB, vous redémarrez, c'est perdu, d'accord? Et c'était exprès. Et aussi une base qui est partagée par tous les utilisateurs, qui est partagée par toutes les fonctionnalités. Et il n'y en a qu'une seule, donc ça en fait un point de panne unique. D'accord? Donc ça fait pas mal de caractéristiques. Alors, on va s'intéresser à la création de TempDB. Alors, lorsque je vous ai dit, la base TempDB, elle est donc recréée à chaque redémarrage. Qu'est-ce qui se passe au démarrage? Au démarrage, typiquement, on va aller lire des données en base de registre qui nous donnent des informations sur la localisation des fichiers de la base master et du fichier errorlog. On ouvre la base master, on exécute le recovery sur master. Ensuite, on va ouvrir la base modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où le modèle est ouvert, on va verrouiller la base modèle. On va poser un verrou exclusif de niveau database sur la base modèle. Et à partir de là, on va faire un recovery sur le modèle et on va créer TempDB. Mais ça veut dire que, à partir du moment où la base modèle est verrouillée, les sessions qui vont vouloir se connecter et utiliser TempDB ne pourront pas parce que la base n'est pas encore créée et est verrouillée. D'accord? Et tant que la base en fait n'est pas tant que la base TempDB n'est pas créée, le recovery des autres bases ne peut pas commencer. Donc en gros, il n'y a que la base master qui est là. D'accord? Si on n'a pas besoin de la base TempDB, on peut se connecter et on va tomber directement dans master. Mais si par exemple vous ouvrez Management Studio et que vous ouvrez un Object Explorer, l'Object Explorer lui a besoin de TempDB parce qu'il va créer plein de trucs dans TempDB et lui il va être mis en attente parce que cette création n'est pas encore terminée et les bases sont verrouillées. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail cette création de TempDB, on va commencer par créer le fichier à sa taille de base, qui est la taille de la base modèle. Okay. On va importer tout ce qui existe dans modèle, on va l'importer dans TempDB. Donc, si vous avez créé aussi des objets particuliers dans modèle, ils vont également être importés dans TempDB. On va étendre la taille du fichier TempDB à sa taille voulue, sa taille déterminée. On va créer le journal de transaction, également à sa taille déterminée. On va créer les autres fichiers. Alors à ces étapes-là, il y a une caractéristique, un phénomène qui est primordial, c'est ce qu'on appelle l'initialisation instantanée. L'initialisation instantanée,
Elle dit par défaut, lorsque je crée une portion de fichier sur disque, je dois la zéro initialiser, c'est-à-dire l'écraser avec des zéros. C'est un genre de formatage, si vous voulez. Alors on s'est rendu compte il y a quelques années, quand la 2005 est sortie, que ça pouvait être très coûteux et pas forcément nécessaire de faire cette zéro initialisation sur des gros fichiers. Du coup, elle peut être skippée en utilisant ce qui s'appelle Perform Volume Maintenance Task. On va donner au compte de service. Si ce privilège il est donné au compte de service, c'est détecté au démarrage. Et il n'y aura pas de zéro initialisation dans le fichier de TempDB. Donc ces deux phases là, cette phase là, extension de taille, si vous avez défini TempDB à 200 Go par exemple, si vous n'avez pas l'initialisation instantanée, ça peut durer très longtemps, et la base TempDB elle ne va pas être ouverte tant que cette initialisation n'est pas terminée, et comme je vous disais tout à l'heure, toutes les sessions sont en attente. Donc c'est vraiment important, au moins pour TempDB, d'avoir cette initialisation instantanée de fait. Pas d'effet sur le journal de transaction parce que les journaux sont toujours zéro initialisés. Et à la fin, donc, les autres fichiers, potentiellement, s'il y a d'autres fichiers pour TempDB, sont créés. J'ai dérapé un petit peu tout à l'heure, mais si on démarre SQL Server en mode minimal, avec cette option donc /f ou -f, la création va être un peu différente. On va la créer également à la taille minimale, mais on va créer également le journal à cette taille-là, qui est exactement la taille de 2 entêtes de VLF, des Virtual Log Files. Et on va créer tout ça dans le répertoire par défaut. Donc c'est un petit peu un cas à part, le SQL Server-F, dans le cadre du démarrage des TempDB. Alors voilà, les choses vraiment à se rappeler, c'est l'initialisation instantanée, c'est important parce que ça risque de retarder la mise à disposition, le recovery sur les autres bases et la mise en ligne des bases. S'il n'y a pas de modèle aussi, on voit qu'il n'y a pas de TempDB. Et s'il n'y a pas de TempDB, il n'y a pas d'instance. Donc malgré tout, le modèle est quand même critique lors du démarrage de l'instance. Et il y a un truc aussi à savoir, c'est que si vous arrêtez votre instance et que vous supprimez votre fichier de données ou votre journal de transaction, pour le démarrage, ces fichiers seront recréés en utilisant le même principe, mais ça sera plus long parce que les fichiers n'existent pas. D'accord? C'est particulièrement visible si vous supprimez le journal de transaction à cause de la zéro initialisation. Voilà. Stock. Alors on a dit stockage explicite. Stockage explicite, c'est tout ce qu'on met volontairement dans TempDB. Donc les tables, les index physiques. Qui voudrait faire ça en gros, hein, attention, globalement, à moins de savoir exactement ce que vous faites, ne stockez rien de persistant dans TempDB, parce qu'il peut y avoir un redémarrage pour n'importe quelle raison, et vous avez perdu vos objets. Les tables temporaires, celles qui sont créées par l'utilisateur, mais il y a aussi des tables temporaires qui sont créées par des features, par DBML par exemple, Utility Control Point, Data Collector, il y a pas mal de features qui utilisent des tables temporaires. Et les variables tables, les tables values de fonction et les tables values de paramètres qui en essence sont en fait des variables tables. Mais il y a aussi le stockage implicite qu'on ne voit pas et qui est donc lié à tous les tris par exemple qui débordent de la mémoire, les work files qui proviennent de jointures de hachage qui ne tiennent pas en mémoire, également les work tables, on va voir ce que c'est un peu plus loin que des work tables. CheckDB utilise également TempDB, et puis après on a tout ce qui utilise le versionning de ligne comme les tables internes de trigger, les opérations d'index en ligne, etc., les rebuild d'index online, et puis les modes d'isolation qui utilisent le versionning de ligne. Donc il y a aussi toute une partie du stockage qui est implicite. Alors en fait on considère que cette partie implicite c'est un peu la, on va pas dire la poubelle, mais c'est un peu le sac à mettre des nouvelles fonctionnalités. En gros la worktable c'est utilisé par le développeur pour lorsqu'il a besoin de stocker des choses de manière un peu persistante pour une fonctionnalité, sans que ce soit durable, il va utiliser la primitive qui crée une worktable, stocker ça dans une worktable, etc. Donc, je pense que cette partie implicite, elle est amenée au fur et à mesure que les nouvelles features arrivent, etc., à grossir. Donc, malgré tout, l'importance de TempDB et l'utilisation de ce stockage implicite dans TempDB est amenée à grossir à chaque release. D'accord? Donc, c'est de plus en plus important. Alors on va voir les objets implicites, les objets explicites plutôt dans un premier temps, et les objets implicites ensuite. Alors les tables temporaires. Elles ont un nommage particulier, ok. Les tables de session, elles sont visibles que par une session, que par une seule session. Elles sont renommées hein, avec un numéro incrémental qui est mis à la fin. Les tables globales, donc ont deux signes dièse, elles ne sont pas renommées. L'allocation est la même pour les deux. Elles sont toujours allouées en extent mix d'abord, sauf si elles dépassent ensuite 8 pages. Donc ça dépend pas tellement
enfin, je veux dire, c'est pas lié au fait que ce soit des tables temporaires, toutes les tables fonctionnent un peu comme ça, sauf si, effectivement, un trace flag qu'on verra un peu plus loin est positionné, auquel cas on allouera toujours en extent uniforme. Il faut savoir, par contre, que les pages d'allocation, les pages JM, sont toujours allouées en extent mixed, même si le trace flag 11-18 est en place. Et le scope et la durée de vie, donc c'est la session ou la procédure pour la première, celle qui a qu'un seul dièse, et l'instance pour la deuxième. Alors, un truc très très intéressant et très important pour les tables temporaires, c'est qu'il y a un mécanisme qui n'existe que dans TempDB et qui permet de cacher ces tables temporaires. Alors, il faut qu'elles répondent à un certain nombre de critères. Alors déjà, il y a un cacheteur qui est dédié à cette partie-là, qui s'appelle cacheteur memObjects, qui va permettre de cacher une partie des tables système qui sont souvent appliquées dans les contentions sur la création ou la suppression d'objets. Les conditions d'admission pour les tables temporaires et ce caching, c'est que tout d'abord, il faut que ces tables temporaires soient créées obligatoirement dans les procédures stockées, des fonctions ou des triggers. D'accord ? Il ne faudra pas qu'il y ait de DDL après la création de la table temporaire, sauf drop table évidemment, qui est implicite dans le cas d'une procédure stockée, mais il ne faut pas que vous ajoutiez des colonnes. Une fois que la table est cachée, en gros, sa structure ne peut plus changer. Il ne faut pas non plus ajouter des contraintes nommées explicites, des contraintes check par exemple nommées, sur cette table temporaire. La seule chose qui est supportée, c'est de créer des index uniques ou des index clusterisés, sachant que ce qu'on gardera en cache pour ces index-là, ça sera le leaf level seulement et 2 pages pour les index non clusterisés. Donc, 2 pages seulement seront cachées pour les index non clusterisés. Lorsque les tables temporaires répondent à tous ces critères, ce qui se passe, c'est que lorsque la session se termine ou la procédure se termine ou on fait drop table, la table, elle n'est pas réellement supprimée et désallouée dans son intégralité. On va conserver 2 pages, une page de données et une page d'allocation. Qu'est-ce qui se passe? Un premier utilisateur qui exécute une procédure stockée, un plan est compilé, cette procédure stockée crée une table temporaire, il va créer la table temporaire, la procédure stockée revient, se termine. La table temporaire en réalité n'est pas supprimée, elle est conservée en cache, de manière à ce qu'un deuxième utilisateur qui appelle la même proc réutilise au minimum la page IAM et la page de données de cette table. Ça va permettre d'éviter de faire beaucoup d'allées et venues vers les pages d'allocation et de faire des entrées pour créer et supprimer la table temporaire dans les tables système. Donc ça permet de limiter cette contention. Ce phénomène de caching, il apparaît en 2005. Il y a un trace flag qui est aussi très intéressant qu'on va voir en démo, qui permet justement de tracer toute cette allocation dans TempDB. C'est le trace flag 1106 qui crée un nouveau ring buffer qui s'appelle Ring Buffer Space Manager Trace. Alors ce ring buffer, il a été renommé en SQL 2012. Auparavant, il s'appelait Ring Buffer Alloc Trace en SQL 2008. Alors une petite démo. Sur le caching. Ok, alors ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais lancer 2 charges. Je vais lancer une première charge qui va créer dans un batch une table temporaire à la supprimer. D'accord? C'est tout. Et je vais voir combien de temps ça dure. Et je vais voir aussi qu'est-ce que ça me génère exactement. Alors, ce que je vais faire aussi, pour vous montrer ce phénomène de caching, c'est que je... En fait, dans un... Ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'il faut regarder, c'est Temp Tables Creation Rate et Page Launch Rates. Temp Tables Creation Rate, c'est le nombre de tables que je crée. Je lance. J'ai 100 connexions qui lancent chacune 100 itérations de la requête. C'est parti. Regardez, ça monte. 630, 800, 900, 800. Donc on a plafonné à peu près à 900, à peu près. Voilà, 902 créations de table temporaire. Et ça a duré 13 secondes 5. Ok? Maintenant, je vais faire la même chose. Donc là, j'étais dans un batch. J'étais pas dans une table temporaire. Là, je vais faire la même chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une proc qui fait exactement la même chose. Hein, qui crée une table temporaire, elle sort, donc la table est droppée. Proc. Et j'exécute. Alors, je vais me positionner correctement. Et j'exécute tout ça.
On va voir ici, ça va monter, 51, tac, c'est fini. Et regardez le temps d'exécution, les mêmes itérations, 8 secondes. Donc pas tout à fait la moitié, mais on a quand même gagné en pourcentage par rapport au temps d'exécution, pas mal de temps. Alors on va relancer ces deux traitements en activant ici, en activant notre trace. Tac, est-ce qu'elle est active? Donc je vais valider que c'est quasiment vide normalement. Alors ça peut enregistrer certains événements, parce qu'il y a, je vous disais, il y a des fonctionnalités qui utilisent des choses dans TempDB, donc potentiellement il peut y avoir des choses. J'ai l'impression même qu'il y a pas mal de trucs. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recycler les instances. Je pense que là, il a disparu, c'est normal. J'ai redémarré. Ok. Un peu moins. En gros, il y a une dizaine de lignes. Donc je vais relancer ma première charge ici. C'est parti. Donc dans les batchs, on a dit à peu près 13 secondes 5. Ok, c'est terminé. On va aller voir du côté de notre ring buffer. Ce qui nous intéresse, à la limite, c'est pas tellement le détail, on n'aura pas tellement le temps d'explorer le détail, mais c'est le nombre d'opérations effectuées. Donc 100 connexions qui font 100 itérations. Là déjà, je suis rendu à un certain nombre d'enregistrements. Je suis déjà à 3000. Voilà, 2744 opérations. Ok. Donc des allocations de pages. Alors cette requête-là, je la mettrai en téléchargement. Donc le but, c'est d'aller en gros parser un XML qui va me dire en fonction d'un event quel type d'opération est effectué. Okay, donc on voit que j'ai eu moins les 10 qu'il y avait au départ, on va dire 2734 opérations pour faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recycler à nouveau mon SQL Server. Ok. Je vais remettre ici Strasbourg. On se trouve dans le ring buffer. On n'a pas, on y va. Tac, c'est parti. À peu près 7 à 8 secondes. Ok, je regarde le contenu de mon ring buffer, 53 lignes par rapport aux 2734 lignes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la première charge qui est là, qui crée des tables temporaires dans les batchs, on a dit, les tables temporaires dans les batchs ne sont pas éligibles au caching. Ça veut dire que je vais la créer, je vais la supprimer, donc je vais faire autant de fois des allocations, des désallocations. Je ne vais pas du tout garder de page de cette table-là. Autant la deuxième charge, qui elle crée une table temporaire dans une prod, va bénéficier du caching, et vous voyez, en termes de nombre d'opérations, c'est beaucoup plus bas, et en termes de temps d'exécution, c'est aussi beaucoup plus bas. Ok, on va continuer. Hop. Alors, il y a beaucoup de questions au sujet des tables temporaires et des tables variables. Est-ce qu'il vaut mieux faire des tables temporaires? Est-ce qu'il vaut mieux faire des tables variables? Alors, j'ai lu un peu partout, c'est mieux les tables variables parce que c'est stocké en mémoire. Alors, c'est complètement faux. C'est stocké exactement comme les tables temporaires. C'est stocké sur disque, c'est backupé dans TempDB. Il y a quelques restrictions, quelques différences. Par exemple, le select into n'est pas autorisé, mais il y a aussi des similitudes. Le scope est évidemment pas le même. Ça sera le batch
ou la procédure, mais sûrement pas la session, parce que c'est une variable, hein, donc elle a le même scope qu'une variable. Mais il faut savoir que les variables tables dans une procédure bénéficient de la même fonctionnalité de caching qu'on vient de voir pendant la démo. Alors on ne peut pas créer d'index, il n'y a pas de statistique, et également il n'y a pas de rollback. Quand vous alimentez une variable table, c'est des transactions implicites. Les begin-tran, il alimente, commit-tran, on ne peut pas rollbacker. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tables value de fonction et les tables value de paramètres sont dans les faits codées comme des variables tables. Elles utilisent le même morceau de code qui est utilisé par les variables tables. Donc il n'y a pas de différence en termes de stockage. Alors on a parlé du stockage explicite, on va parler du stockage implicite. Les worktables, ce sont des espèces de tables temporaires mais qui sont créées dans le code, c'est-à-dire elles ne sont pas créées avec des commandes create-tab, diestamp, c'est des commandes qui sont créées à partir du code qui est dans le moteur, d'accord. Ça va être utilisé par... Donc c'est pas utilisable en direct en Transact SQL, on est d'accord. Ça va être utilisé par certaines features, donc le XML, Service Broker, CheckDB notamment. Et également par certains opérateurs relationnels. Vous avez ces opérateurs qui s'appellent les spool opérateurs, donc index spool, table spool ou eager spool. Mais également l'exchange field et certaines jointures de type merge peuvent faire apparaître des worktables dans le plan. Les curseurs, des variables de type max. Donc c'est des choses qui sont créées dans le code. Donc comme c'est créé dans le code, il n'y a pas d'histoire de elle a un nom et elle a des colonnes et les colonnes ont des types, tout ça, il n'y a pas de métadonnées du tout, c'est une table qui a pas de structure réellement. C'est quand même une table dans le sens où il y a une structure relationnelle, mais on n'a pas besoin d'enregistrer le structure et les types, tout ça. Alors on les reconnaît parce qu'elles ont un object ID qui est inférieur à 0. Elles sont allouées sur des extent mix ou uniformes et seule l'allocation est logée. L'espace utilisé par les worktables est tracé dans les vues dynamiques de gestion. Ces vues-là, là, 6dmdb, quelque chose, space usage. Vous avez une colonne internal object reserve page count. Donc les worktables font partie de cette colonne internal. Les workfiles sont un petit peu différents. Les workfiles, ils sont utilisés exclusivement par l'opérateur hjoin. Il n'y a pas d'autre endroit dans le code qui utilise des workfiles que l'opérateur hjoin. Notamment dans le cas des récursions, comme on a vu à la présentation précédente, c'est-à-dire lorsque le hash ne peut pas se faire en mémoire, une partie est effectuée sur disque. Il y a également pas de correspondance dans le buffer pool. En fait, toutes les pages qui sont allouées ont une correspondance dans une liste chaînée qui est en mémoire, qui va tracer toutes les pages qui se trouvent dans le buffer pool. C'est une chaîne de structure qu'on appelle les buffs. Et ces workfiles-là ne sont pas du tout traqués dans le buffer pool, donc on les verra même pas. Ils vont utiliser pourtant de la mémoire, mais on les verra pas dans les faits traqués dans le buffer pool. Alors l'espace il sera tracé comme les worktables dans les DMV en question, mais donc pas dans 6DMOS Buffer Descriptors, parce que justement ces structures sont pas tracées par les chaînes. C'est toujours alloué en extent uniforme, et alors là, il y a zéro journalisation, ni allocation, ni rien du tout. Le version store, il est utilisé principalement pour l'isolation snapshot et le read committed snapshot isolation, par les opérations d'index rebuild, les tab maintain, des triggers, multiple active result set, il y a plein de fonctionnalités qui utilisent il n'y a pas non plus de journalisation lorsqu'on alloue des choses dans version store. Et l'allocation, elle n'est pas tracée dans l'internal, elle est tracée dans une colonne séparée qui s'appelle version store reserve page count. Alors elle n'est pas tracée dans, en fait c'est vues dynamiques de gestion, il y a file space usage, session space usage ou task space usage en fonction du niveau dans lequel on se place. Le version store, il n'y a pas de sens de le tracer à un niveau session ou un niveau task, parce qu'il y a un version store pour toute l'instance, donc dans les faits, cette colonne elle est présente que dans file space usage. Et il y a également une trace séparée dans une DMV qui est dédiée aux versions store. Et la désallocation est différente de la désallocation des workfiles ou des worktables. C'est un système de garbage collection qui va se réveiller, il me semble, une fois par minute et qui va vérifier si des lignes versionnées sont plus accédées et les recycler. Alors CheckDB et TempDB, on lit plein de trucs aussi là-dessus dans les forums. J'ai lu plusieurs fois. Alors attention parce que CheckDB crée un database snapshot dans TempDB. Alors ça c'est un non-sens parce que database snapshot et TempDB ça n'a rien à voir. Un database snapshot c'est un alternate stream sur disque et TempDB c'est TempDB. D'accord. Donc ce qui se passe dans les faits, CheckDB utilise bien database snapshot et utilise bien TempDB, mais pour des raisons complètement différentes. Le database snapshot il va être utilisé pour avoir une vue cohérente de la base au moment du check et
TempDB, elle va être utilisée pour stocker ce qu'on appelle des facts, c'est-à-dire que lorsque CheckDB va faire la liste des tables dont il doit surveiller la cohérence, il va faire la liste, il va regarder les plans d'allocation et regarder quelles sont les pages qui sont listées et quels sont les liens précédents et suivants dans chaque chaînage, au même niveau et dans le cas d'index, au niveau supérieur. Okay, donc, ça lui permet de suivre justement les pointeurs. Et toutes ces informations, il lui faut des fax pour pouvoir les stocker. Donc tout ça, c'est créé dans des worktables. Enfin, normalement, c'est stocké en mémoire, mais s'il n'y a pas assez de place en mémoire, une partie sera utilisée sur disque dans TempDB. Il faut savoir qu'en gros, un fact, c'est à peu près une ligne de 5 colonnes. Alors, pour savoir combien de place ça peut prendre dans TempDB, il y a une option qui s'appelle with estimate only. Donc, on lance cette commande gbcc checkdb sur la plus grosse base de l'instance, with estimate only, et on aura une estimation de l'espace utilisé dans TempDB. Alors, la question, comment dimensionner TempDB? Alors, en général, pas laisser la taille par défaut. Parce que la taille par défaut, elle est par défaut à 8 MB, et on a vu qu'à chaque fois la base est recréée, et donc elle est recréée à 8 MB, donc potentiellement à chaque redémarrage, la base va redescendre à 8 MB et remonter, donc c'est évidemment pas une bonne chose. Il faut penser à l'initialisation instantanée, c'est important. Donc ce privilège, perform volume maintenance task. Utiliser cette commande, c'est un minimum. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il faut monitorer la taille, regarder quelle est la taille de croisière, réévaluer la taille et le faire régulièrement. Okay. Idéalement, il ne faut pas mettre d'autogroupe. On va voir pourquoi dans le cas de multiples fichiers. Et pour réduire la base, TempDB, dans les versions supérieures à 2008, on peut le faire directement. On peut faire directement en alter database modify file, arrêter et redémarrer. Dans les versions inférieures, on est obligé de démarrer en mode minimal, revoir la taille de TempDB et redémarrer en mode normal. Alors, les problèmes liés à l'allocation. Alors, c'est quelque chose qu'on entend, c'est peut-être le problème principal en gros qu'on entend sur TempDB, c'est ces problèmes liés à l'allocation. Comme il n'y a qu'un seul fichier par défaut TempDB, ce fichier unique il contient 3 pages qui vont gérer l'allocation à l'intérieur du fichier. Et à chaque fois qu'on crée et qu'on supprime des tables, ces 3 pages elles vont être accédées. Donc si j'ai 100 connexions comme tout à l'heure, qui créent et qui suppriment des pages en même temps, ces 3 pages qui n'existent qu'une seule fois, enfin pas une seule fois, mais à des intervalles, donc très peu de fois, dans le fichier, vont devenir des points de contention. L'accès à ces pages en lecture, en écriture sont protégés par des latches. Donc ce qu'on va constater, c'est des attentes globales sur un événement qui est page latch, soit page latch sh, soit page latch ex. Et sur des ressources type 2.1 qui sera le numéro de fichier et un troisième numéro qui sera le numéro de la page. Donc 1 c'est la première page PFS, 2 c'est la première page GAM. Il faut savoir que le GAM ou le SGAM intervalle c'est 4 gigas. Et parfois aussi on voit dans les contentions des pages appartenant à des tables système, parce que quand on crée et qu'on supprime des objets, il faut aussi mettre à jour les tables système. Donc ces mécanismes de caching permettent de réduire cette contention, malgré tout, ils ne peuvent pas non plus les réduire complètement, les annuler complètement. Donc à la question combien de fichiers de données il faut mettre pour TempDB, on imagine qu'on a une machine à 4 CPU et un seul fichier, on n'a donc que ces 3 pages, PFS, GAM et SGAM, et si j'ai 5 utilisateurs qui se connectent, j'en ai un qui va pouvoir modifier ces 3 pages, et en gros j'en ai 4 qui vont devoir attendre. Maintenant si je crée un fichier par CPU, j'ai toujours mes 5 utilisateurs, mais j'en ai 4 qui vont pouvoir créer leurs objets, et le 5e qui va devoir attendre. Donc malgré tout, grâce à ce principe de créer d'un fichier par CPU, au moins plusieurs fichiers, ça va permettre de paralléliser justement cette allocation. Alors la bonne pratique, c'est un fichier de même taille par CPU. Si vous avez 128 CPU sur votre machine, attendez avant de créer 128 fichiers, observez la contention avant de multiplier les fichiers. Si vous avez du page latch, vous mettez 8 fichiers par exemple, et vous regardez si la contention disparaît. D'accord? Si vous voyez des attentes de type page latch sur ces pages-là, vous multipliez les fichiers. Par exemple, une première fois, passez-les à 8 et remonitorez. Et si vous avez réellement, si vous observez que vous avez toujours la contention sur ces pages-là, il faut rajouter des fichiers jusqu'à ce que vous en ayez plus. Mais partez pas tout de suite avec 128 fichiers. Hein, d'accord? Et insuffisant, on peut utiliser le trace flag 11-18 pour les tables qui ont moins de 8 pages. Ce trace flag, en fait, il va permettre pour ces petites tables, au lieu d'allouer dans les faits des pages dans des extents mixtes, c'est-à-dire des extents qui contiennent des pages de plusieurs objets, on va allouer directement en extent uniforme. Donc on va faire beaucoup moins d'accès à ces 3 pages PFS, GAM et SGAM.
le proportional fill round robin. Alors pourquoi on dit que tous les fichiers doivent avoir exactement la même taille et le même facteur d'autogros dans l'absolu même? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'idéal c'est même de ne pas mettre d'autogros, vous mettez la même taille à chaque et le même max size à chaque pour que chaque fichier évolue de la même façon. Pourquoi? Parce que en fait, ce système de round robin, il va voir l'espace libre dans le prochain fichier, que l'espace libre dans le prochain fichier soit au moins égal à l'espace libre qui figure dans le fichier courant. Donc dans un cas où j'ai un peu moins d'espace libre dans mon troisième fichier, mon round robin, il va sauter un fichier. D'accord? Et je ne vais pas bénéficier complètement du principe d'avoir plusieurs fichiers. Au lieu d'utiliser réellement 4 jeux de pages PFS, GAM, SGAM, je vais dans ce cas-là en utiliser que 3. D'accord? Donc c'est dommage. Alors cette proportion, cet espace libre évalué dans chaque fichier, il est évalué à plusieurs moments, au restart de l'instance, lorsque j'ajoute ou que je supprime un fichier, et toutes les 1192 allocations d'extent. Okay. Il existe un trace flag qui s'appelle 1117 et qui permet d'augmenter en fait que chaque fichier grossisse de la même valeur à chaque fois. Mais le problème, donc dans le cas de TempDB, ça serait intéressant, mais le problème c'est qu'il s'applique à toutes les bases, et pas seulement à TempDB, donc à manipuler avec une extrême précaution. Alors, question piège, combien de journaux de transaction? Et un seul, évidemment, et ça c'est pas différent de TempDB, c'est valable pour toutes les bases de données, un seul journal de transaction. Le journal de transaction, c'est un fichier circulaire, il n'y a pas d'histoire de groupe, de journaux de transaction comme il existe dans d'autres SGBD, ça n'a rien à voir. N journaux de transaction. La partie redondance est assurée par le stockage. Donc pour ou contre, je ne prends pas parti forcément dans le débat, je cite simplement quelques avantages, quelques inconvénients. Ça permet d'isoler les fluctuations, on a vu TempDB, on a plus ou moins le contrôle sur les fluctuations. On peut avoir, ça peut permettre d'empêcher qu'un remplissage de TempDB ait des impacts sur les autres bases, typiquement. Et puis utiliser également des SSD. Et les inconvénients, ça veut dire qu'en gros, on a moins de disques disponibles en tout. Si j'utilise 10 disques pour les data, 10 disques pour TempDB, eh ben, ça aurait peut-être été plus intéressant de mettre 20 disques pour data plus TempDB. Le lissage dans ce cas-là est plus difficile. Et il y a une équipe chez Microsoft qui s'appelle SQL4, et il y a une sous-équipe là-dedans qui s'appelle le 10 terabytes range, qui fait des précaux pour les bases de très très forte volumétrie, et puis qui prévoit plutôt de faire un volume de 20 et tout mettre dedans, plutôt que de mettre un volume de 10, un volume de 10. Alors, logging et recovery, j'accélère un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les images après, pour les insert et mdet, ne sont pas loguées. D'accord? Je crée typiquement, je fais une mise à jour sur une table temporaire et sur une table physique. Dans le cas de la table temporaire, ici, vous voyez la taille de mon record, il fait 80 octets. Dans le cas de ma table physique, il fait 128 octets. Pourquoi? Parce que dans le cas de ma table physique, j'ai logué un enregistrement pour faire le redo, hein, donc l'image après. Et dans le cas de ma table temporaire, je n'assure que le rollback. Donc dans les faits, le journal de transaction dans TempDB, il ne sert qu'à faire des rollbacks. Et encore pas pour tous les objets. On a vu les variables tables, on peut pas faire de rollback sur les variables tables. Il y a même des choses, par exemple les workflags ou les worktables, qui sont même pas loguées. Donc il n'y a pas de redo. Il n'y a pas de write-ahead logging aussi au niveau de TempDB. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de faire de recovery tout simplement au démarrage. Et alors, il y a un checkpoint, et le checkpoint n'est quasiment jamais exécuté. Dans les faits, il est exécuté que lorsque le journal de transaction est plein à 70%, donc pour pouvoir pas le shrinker, mais le vider, quoi, en quelque sorte. Ça veut dire aussi que, globalement, checkpoint n'est quasiment jamais utilisé sur TempDB. Faites gaffe si vous lancez un checkpoint manuel sur TempDB, parce que ça risque de prendre pas mal de temps. Hein, attention, c'est checkpoint manuel dans TempDB. Depuis pas mal de temps. Et on rappelle donc que pour pas mal d'objets internes, seule l'allocation est loguée. Et parfois même, rien n'est logué. Okay. Alors, comment on mesure la contention? On a tout un tas de choses pour mesurer la contention. On a des compteurs perfmon qui permettent de le faire. On a des événements SQL Trace X-Event. Hein, on revient sur les idées tout à l'heure, sur tout ce qui dépasse, tout ce qui ne tient pas en mémoire. On a également des DMV. Donc les trois vues space, des trois vues space usage. Et nos deux vues sur les attentes, wait starts et wait in task. Alors, une démo pour terminer, rapidement. Je vais faire juste une petite démo qui est assez rigolote, vous allez voir. Alors, qui est une démo qui a trait au caching, qui a trait au caching d'étapes temporaires qui sont créées dans les procs, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est plus performant. Hein.
Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une procédure stockée qui s'appelle test histogramme, qui crée une table temporaire, qui insère un certain nombre de lignes dans cette table temporaire. Alors cette procédure, elle prend en paramètre une initiale. Okay, et ce qu'on va chercher, c'est on va chercher les produits qui commencent par l'initiale, qui est passé par la proc. Okay, et on va s'intéresser à l'allocation de la table. On va quand même exécuter une requête et on va regarder autre chose, un histogramme de statistiques sur la colonne de nom. Okay, donc je crée un proc. Okay. Et ici, je vais lancer cette procédure. Je ne suis pas dans la bonne base. Alors qu'est-ce que je vois? Il m'a bien ramené correctement mes lignes. J'ai combien de lignes? J'ai 9 lignes. Il m'a bien créé une statistique. Ok. Et dans mon histogramme, j'ai bien des valeurs qui correspondent à mon paramètre passé. Ok. Alors dans les faits, j'ai 9 lignes. Et vous voyez, il est malin dans l'histogramme, il va stocker qu'une ligne sur deux en utilisant les colonnes equality rose et distinct rank rose pour dire en gros, il n'y a qu'une seule fois 2, qu'une seule fois 4, qu'une seule fois 6, ça lui permet d'économiser des stats d'histogramme. Okay. Maintenant, je vais relancer la même proc. Donc, je vais relancer la même proc avec une autre variable. Donc, ma table temporaire qui est créée dans la proc, elle va bénéficier du système de caching. Donc, ma proc a été supprimée, mais j'ai une page de données et une page IAM qui ont été conservées quand même. Je réexécute. Exécute. Ah non, j'étais pas sur les bons. Pas sur les bonnes valeurs. Bon, j'essaie de. Parce que j'ai proc. Un truc un peu inattendu là. J'exécute en premier. Tiens, je vais exécuter. Ah, je suis embêté là parce que je voulais vous montrer quelque chose et j'arrive plus à le reproduire. Ah non, je suis pas sur la bonne. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai pas utilisé. Je recommence. On va y arriver. Quasiment fini. Donc, je vérifie. J'ai bien ici mon histogramme sur les valeurs de E. Et ici, je vais passer. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, j'ai passé la procédure avec un autre paramètre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a conservé les mêmes pages, le même object ID. Donc, la table temporaire a bien bénéficié du caching. J'ai bien récupéré une seule ligne, donc un produit qui commence par G. Okay. Mais ce que je vois, en revanche, c'est que ma statistique n'a pas été recompilée. Et quand ici j'affiche le plan, on va voir. Ah, ça ne va pas le faire. Ah, j'ai un problème avec ma démo. Ah, voilà. J'ai l'exemple que je voulais voir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai peut-être pas utilisé la bonne proc. J'ai peut-être utilisé test histogramme 2. Donc, j'ai bien mon résultat ici avec des T, 63 lignes, et donc l'histogramme est resté le même. Donc, la table temporaire a été cachée. Mais ce qu'on voit, c'est que les stats n'ont pas été recompilés. Comme la table n'a pas été droppée, les stats n'ont pas été droppés, et les stats ont été conservés avec l'ancien histogramme. Et ce que ça produit, ici, c'est un plan qui va me faire, on le voit ici, un sort warning. D'accord? Alors qu'en fait, dans les faits, ce tri, j'en ai pas besoin parce que ce qui se passe, c'est que ici, j'ai un écart de cardinalité au niveau des statistiques.
oh, pardon, ici, 65 lignes actuelles, et il en avait estimé que 9 parce qu'il était resté sur les statistiques du E. Okay, donc pour contourner ce problème, vous comprenez le problème, la table temporaire est cachée, donc elle n'est pas droppée physiquement, et donc les stats ne sont pas recompilées. Pourquoi? Parce que le seuil de recompilation pour les tables temporaires, il est égal à 6. Donc si je n'ai pas modifié plus de 6 lignes dans ma table temporaire, les stats ne sont pas recompilées. Donc je me trouve dans une situation un petit peu particulière, et la seule façon de m'en sortir, c'est de créer donc la fameuse deuxième procédure qui est ici, et qui, elle, va faire à la fois un update stats, pour forcer la mise à jour des statistiques de la table temporaire une fois qu'elle est alimentée, et un recompile ici, pour forcer la recompilation de la proc. Donc je crée la proc, tac, et je teste à nouveau, donc je vais mettre les mêmes valeurs, ça sera un peu mieux. Execute. Donc ici j'ai bien un E au niveau de l'histogramme, j'exécute avec T, et j'ai bien un T au niveau de l'histogramme, et au niveau de mon plan, ici mon tri a disparu. Donc vous voyez, c'est un phénomène un peu particulier, qui est lié au fait que l'étape temporaire soit cachée. Si le seuil de recompilation est inférieur à 6 pour ces petites tables, alors les stats ne seront pas recompilées, et du coup on va utiliser des stats qui ne sont pas bonnes dans un plan, et parfois ça peut avoir des conséquences assez désagréables. Voilà, j'ai un petit peu dépassé, quoi qu'on avait commencé vers 45, donc je pense que... Bon, rapidement. Alors Christophe avait mis un commentaire aussi, le 06 de Delhi. J'ai pas suivi, j'ai pas suivi tout. Alors la question, est-ce que je peux avoir, question de Christophe, est-ce que je peux avoir une TempDB par base utilisateur? C'est ça la question. Non, on peut avoir qu'une seule TempDB sur SQL Server. Il y a d'autres produits qui permettent d'avoir plusieurs TempDB, mais pas sur SQL Server. Alors, question de Fabrice, c'est par défaut que le moteur SQL sait qu'il doit associer un fichier par CPU, ou doit-on activer un trace flag? Alors non, il ne sait pas par défaut qu'on doit associer un fichier par CPU, c'est vraiment une action volontaire et manuelle. C'est à vous de créer un fichier TempDB par CPU. Alors je vous ai dit, si vous avez beaucoup de CPU, ne créez pas autant de fichiers qu'il y a de CPU nécessairement, mais créez-en déjà au moins 8, et voyez si la contention disparaît. Mais c'est bien une action manuelle, il n'y a pas d'histoire de trace flag où il n'y a pas d'automatisation, c'est à vous de rajouter des fichiers pour TempDB complémentaires, tous de même taille et sans autogroupe. Alors j'ai plusieurs questions en même temps de Fabrice toujours. Le moteur utilise toutes les CPU de la machine ou seulement celles qui ont été attribuées à l'instance? Alors non, c'est effectivement s'il y a un masque d'affinité, seulement les CPU qui sont dans le masque seront utilisés. Et question de Christophe, si on mettait une affinité IO, même si ce n'est pas à faire, si on mettait une affinité IO, oui, alors c'est ça la question, c'est si on met une affinité IO, on n'est pas obligé de mettre un fichier TempDB par CPU, c'est ça, on met un fichier. Quand je dis un fichier TempDB par CPU, c'est CPU vu par SQL Server. C'est pas CPU global machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Question de Julien, créer plusieurs instances pour bénéficier de plusieurs TempDB. Le problème, c'est que plusieurs instances, ça implique des requêtes et des transactions distribuées. Ce qu'il faut bien qu'il y ait un lien quelque part entre les données. Je pense que ça vaut pas le coup. Enfin, vraiment, typiquement, ça vaut pas le coup. C'est peut-être une feature qui peut être ajoutée, le fait d'avoir plusieurs TempDB, mais encore une fois, cette histoire de contention, moi, l'intérêt du multi-TempDB que je vois, c'est la rattacher à un utilisateur. Et c'est un petit peu le même principe que Ressource Gouverneur, c'est dire un utilisateur va faire un produit cartésien dans TempDB ou va faire un tri qui va faire un split dans TempDB, ça va nous remplir TempDB, ça va bloquer tout le monde. L'idée, c'est de lui dédier sa petite TempDB et qui se bloque que lui. C'est plus du cloisonnement qu'une problématique de perf. La problématique de perf, elle sera bien gérée par une TempDB s'il y a le bon nombre de fichiers, s'il y a les bons disques en dessous. Et puis si on fait des procédures stockées pour bénéficier du système de caching. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. D'autres questions? J'ai peut-être un peu débordé sur l'horaire.
Alors je suis vraiment désolé pour la dernière démo, j'ai dû intervertir entre les procs. Pas de souci, David. Ok. Bien, bah écoute, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Ok, de toute façon, je pense que les slides et les vidéos seront disponibles sur le site du GUS. Également, vous avez donc dans les slides, il y a mon contact. Donc si vous avez plus de questions, vous pourrez les poster sur le site du GUS et on y répondra. Il y a également d'autres réseaux, d'autres médias comme Twitter, LinkedIn, etc. N'hésitez pas à poser des questions à travers tous ces médias-là et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir répondu à toutes les questions, pas forcément toutes, mais peut-être aussi vous apporter des choses que vous connaissiez pas sur TombDB. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis ben, peut-être à bientôt à l'occasion d'un webcast du GUS.